Bonjour à vous. Ce matin, j'ai pris des notes, mais j'ai l'impression que je vais improviser parce que je reviens d'un séjour avec Philippe Guillemot en Provence, en Haute-Provence. Puis, j'ai eu l'impression de vivre comme dans une bulle de conscience. Puis, mon intention ce matin, c'est, comme d'habitude, de vous partager mes réflexions. Et espérer que mes réflexions vous éclairent votre propre réflexion, votre démarche. Parce que j'ai l'impression qu'on est en démarche de sortir d'une illusion pour accéder à une perception de la réalité, une perception de la vie ou de notre vie plus réelle, plus complète. Puis pour parler, donc je suis là-dedans, un peu comme quand on vit quelque chose, on reste avec des impressions. Puis dans ce cas-ci, ce n'est pas seulement des impressions, mais j'ai été touchée. Puis dans mon déplacement de la Haute-Provence à ici en Suède, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup écrit, beaucoup vécu aussi. Alors, je vais essayer de vous traduire les notes que j'ai prises. D'abord, je pars de l'aéroport. Alors, je vais vous parler d'une chose que j'ai vécue à l'aéroport. Je suis passée devant un téléviseur, puis on parlait c'était les nouvelles, on parlait de la guerre en Ukraine. Puis tout de suite après, il y a eu un commentateur qui parlait du nombre de cas. J'étais donc à Marseille, du nombre de cas qui augmentait sans cesse. Et j'avais vraiment l'impression que ce bout était plaqué. Ça m'a donné l'idée c'est comme si on fournissait aux auditeurs, aux téléspectateurs, sa dose de nicotine, sa dose de drogue pour répondre à sa dépendance. Comme si on avait créé une dépendance à une information qui concerne l'annonce de pandémie, ces virus et toute cette histoire. Alors, c'était une image assez claire pour moi, cette illusion, cette histoire et les gens qui y adhèrent. Et puis, j'en parle souvent d'une forme de continuum sur lequel on se situe tous. Et à une extrémité, on embarque dans cette histoire, on la prend ou on la confond à la réalité. Puis à l'autre extrémité, on en est complètement sorti, en pleine conscience d'autre chose. Et à un moment donné, comme on dit, c'est comme si on regardait un film et qu'on connaissait déjà l'histoire, ou plutôt la fin de ce film. Alors imaginez un film à suspense, puis les gens qui ne connaissent pas la fin, bien, ils embarquent. Puis une autre personne qui connaît la fin, bien, elle vit un certain détachement par rapport à cette histoire qui est racontée. Alors, je ne sais pas où vous vous situez dans ce détachement. Avez-vous cette impression de connaître la fin? Et je reviens à ma rencontre avec Philippe. Ce qui nous a réunis, c'est que des personnes à l'extérieur de nous commentaient nos posts en disant « Tiens, vous dites la même chose. Il y a une personne sur la Terre qui dit la même chose que toi, Lucie. Va donc la voir. » Et ce qu'il dit et ce que je dis, c'est qu'on sait, on a cette conviction profonde de connaître la fin de cette histoire, c'est-à-dire de savoir que cette histoire, elle nous éveille, elle nous amène à prendre conscience de la réalité, à sortir de l'illusion.
Philippe à partir de ses connaissances en physique et moi à partir de mes connaissances en psychologie, mon observation et l'expérience que je fais de la réalité. Bon, j'ai essayé de me donner une image pour expliquer ce phénomène-là. Alors, je parle de connaître la fin du film qui nous amène à vivre un détachement, mais ça pourrait être aussi quand on regarde, imaginez qu'il y a un film qui est fait et on vous présente une situation qui se passe en Chine ou en Asie en tout cas. Alors, tout le décor rappelle l'Asie, mais quelqu'un qui sait comment a été produit le film, il sait que c'est seulement un décor et que si on avait la chance d'être à l'extérieur de cette image, on verrait ce décor. On verrait que c'est, par exemple, un quartier chinois dans la ville de New York, mais pas en Asie. J'essaie de trouver des moyens d'expliquer ce qu'on peut vivre comme expérience lorsqu'on a la conviction profonde, mais aussi la connaissance que tout ça est impossible. Et vous construisez cette connaissance au fur et à mesure du sentiment d'étrangeté qui peut être vécu. Vous vous dites, ben non, ça ne se peut pas, ben non, c'est absurde, c'est incohérent. Alors, juste le fait, par exemple, de comparer ce qui se passe au Canada à ce qui se passe, par exemple, en Suède, avec des résultats comparables, on se dit, il y a quelque chose qui est surréaliste. Et ça nous amène à prendre une distance, puis à voir à partir de ce moment-là les choses bien autrement. Alors, j'espère, c'est pour ça que je fais ces vidéos en partie, de vous éclairer suffisamment pour vous permettre de prendre un recul par rapport à cette histoire, puis arrêter de vivre le tourment qui est recherché par les producteurs. Cette peur, cette confusion, le fait de se sentir découragé parfois ou en colère. Parce que lorsqu'on est dans certaines émotions, d'une part, on a un effet sur notre corps, sur notre état, évidemment, sur notre morale, mais c'est ce que je vais vous parler aussi. Aujourd'hui, on peut avoir un effet sur notre entourage, puis sur la réalité. On va dire la réalité dans le temps, parce que je vais parler du passé, présent et futur aussi. Voilà. En Provence, j'ai eu la chance de visiter, d'interagir avec les gens du Café des Libertés. Je les ai vus en réunion essayer de régler une difficulté qui est une difficulté relationnelle qui est vécue à chaque fois qu'on fait des choses ensemble, qui est tout à fait normale. Et je les observais et j'étais, comme je le suis souvent face à des personnes humaines, en admiration devant leur capacité de gérer une situation en groupe avec chaque individu qui s'exprime de façon bienveillante et consciente. Et j'avais l'impression que, bon, on parle souvent d'un monde, d'un nouveau monde ou d'une vie ou d'une société qui est bien différente de celle dans laquelle on a vécu et qui est plus remplie de bienveillance. Et on en parle comme si c'est quelque chose qui allait advenir, alors que à mon esprit, quand j'observe ces choses-là, pour moi, ce monde, il est déjà là. Cette société est déjà en place et vécue dans de petites communautés. J'ai aussi assisté à une conférence de Philippe Guillemot et qui parlait de monnaie libre. Et par la suite, j'ai reçu un message de Philippe Deruder, je crois, Deruder ou Derudé, et ça m'a fait penser à Alexandre Guillemette. Et tous les trois s'intéressent à la monnaie libre. Quand je parle d'une société nouvelle qui est déjà en place, mais ces initiatives-là,
c'en est la preuve. Pas seulement ça, je vois passer aussi des médias libres, qui remplacent pour les internautes les médias traditionnels. Je reviens à la monnaie libre, c'est l'idée d'avoir une monnaie d'échange qui permettrait, je vous résume ça là en gros, à une petite communauté, donc des gens qui sont à proximité, de remplacer par exemple des supermarchés et d'être indépendants et de faire en sorte que cet échange profite à cette communauté plutôt que de profiter à des gens qui sont déjà riches puis qui ne sont pas nous. Et c'est un déplacement du pouvoir. Je le dis parfois, mais je le répète encore, lorsque les gens vont réaliser, lorsqu'une grande partie des gens vont réaliser que ce qu'on pourrait appeler le monopole de l'argent relié à la dette, toute cette société dans laquelle on vit présentement va s'effondrer. C'est quand on est rendu à réaliser ça, on n'arrive plus à être captif d'un pouvoir qui est imposé en ce moment. Et la compréhension que j'en ai, elle me vient en bonne partie de tout ce qu'on observe depuis le début de cette annonce de pandémie et maintenant la guerre en Ukraine. Mais il y a un témoignage qui m'a vraiment ouvert les yeux et je ne me souviens plus de cet homme qui, je vous résume sa situation, était dans ce qu'on appelle la pyramide du pouvoir à un niveau hiérarchique assez haut qui lui permettait de comprendre l'exercice du pouvoir par les gens qui sont à l'abri à la banque des règlements internationaux et qui, lorsqu'ils décident de quelque chose, ont tout le pouvoir, tous les moyens de mettre en place ce qu'ils désirent. Et c'est là qu'on crée des guerres, qu'on crée des pandémies, c'est un milieu, il nous expliquait, qui était très dur. On peut assassiner des gens qui font obstacle, par exemple, à nos plans. Alors, j'ai compris que c'était possible d'avoir le pouvoir sur le monde entier parce que cette banque, elle a le monopole de l'argent et elle se situe au-dessus de toutes les autres institutions financières, de l'économie, des médias, évidemment, des gouvernements, des entreprises, etc. Voilà, c'était mon introduction en lien avec ce film, cette pièce de théâtre, cette illusion. Maintenant, j'ai envie de consacrer ma vidéo à cette réalité qui est tangible, qui existe et dans laquelle on fait partie. Et je reviens à ma rencontre avec Philippe. C'était merveilleux parce que on a discuté beaucoup ensemble, mais on a aussi beaucoup marché dans les montagnes qui sont magnifiques là-bas. On a participé à des activités et on a échangé sur un thème qui nous est commun, qui est, lui, il appelle ça la vibration et ou les émotions, ce qui me rejoint davantage. On essayait de trouver un meilleur terme que celui de vibration. Alors, ce qui nous apparaissait assez évident, c'est qu'on parlait à ce moment-là du pouvoir du cœur, le pouvoir de ces émotions qu'on peut vivre et qui semblent influencer, bien sûr, nous-mêmes, mais aussi ce qui nous entoure, dans le temps, dans ce qu'on appelle le temps, ici. Voilà, et je reviens à cette bulle de conscience. J'ai eu l'impression d'être pendant mon séjour avec Philippe dans une bulle de conscience qui a perduré durant mon trajet de chez lui à chez moi. Et j'ai pris des notes et je vais vous partager les notes que j'ai prises avec mes réflexions. Alors, première réflexion, le pouvoir de l'émotion comme créateur d'un futur. Le pouvoir de l'émotion qui crée le futur, mais qui crée aussi le présent et le passé. Et quand on s'intéresse au pouvoir du cœur, il faut s'imaginer
que le temps n'existe pas de façon linéaire, mais que lorsqu'il se passe quelque chose dans notre vie et qui fait vibrer, disons, notre cœur, il y a un effet un peu comme les ondes sur l'eau lorsqu'il y a une goutte d'eau qui tombe. Vous voyez les cercles qui modulent, je dirais, tout autour. Alors, imaginez que tout autour, c'est le passé, le présent et le futur. Alors, il y a un effet de modulation sur l'eau qui, dans un sens représentatif, montre que les émotions, ce qui nous vient du cœur, peut avoir un effet aussi et modifier à la fois le passé, le présent, le futur. Je disais à Philippe que ce qui fait qu'on se complète bien, c'est qu'il a les connaissances en physique qui permettent d'expliquer ces phénomènes-là, qui permettent d'expliquer. Et j'avais le sentiment, l'impression d'avoir l'expérience de ça dans mon quotidien. Peut-être que vous avez aussi un peu des deux. Bon, bien sûr qu'on a aussi des connaissances qu'on développe, comme on a l'expérience de notre vie. Alors, ce que je vais vous partager, j'espère que ça vous permettra de reconnaître l'expérience que vous avez, vous aussi. Et je me rends compte dans ma vie que d'être rempli de gratitude a un effet sur ma vie, sur mon futur nécessairement, et me fait voir mon passé comme étant en connexion avec tout ça. Et me fait dire parfois, « Ah, c'est peut-être pour ça que dans mon passé, j'ai fait ceci ou cela. » La gratitude crée un futur positif. Puis cette gratitude, je reviendrai à une notion de double causalité qu'utilise Philippe, qui explique que ça ne vient pas que de moi, c'est une gratitude qui est provoquée par ce qui arrive en moi et ce qui provient de la vie dans laquelle je suis. J'espère que vous me suivez. Donc, ma gratitude qui est créée, qui est une union entre mon expérience, moi, et ce que je reçois de la vie, crée un futur positif. J'ai de multiples exemples et vous en avez peut-être des moments où j'étais pleine de gratitude et que cette gratitude-là impactait un peu comme ces ondes sur l'eau, sur ce qui se passe autour de moi et notamment sur mon futur. On peut expliquer ça en psychologie par le fait que quand on est plein d'une émotion positive, on va percevoir aussi dans la réalité les choses qui confirment nos émotions, donc des choses positives. Et inconsciemment, on va provoquer des réactions chez autrui qui vont revenir un peu comme un rebound, qui vont rebondir sur notre environnement immédiat et va confirmer cette émotion qu'on a. C'est ce qui se passe quand on sourit, quand on est gentil. J'avais lu en psycho un livre sur le pouvoir de la gentillesse. Un peu comme la bienveillance, c'est des choses qu'on n'a pas beaucoup étudiées dans le domaine de la psychologie et qui pourtant est fondamentale. Bon, alors je reviens sur cette causalité, double causalité, qui voudrait dire qu'il y a des mouvements d'aller-retour entre vous, comme étant perçu comme une cellule, disons, dans un corps humain, on est une unité dans un ensemble plus grand. Et cette double causalité, c'est de dire qu'il y a des choses qui... Bon, je le résume, puis ça serait bien d'ailleurs qu'on en discute avec Philippe, avec vous. C'est un mouvement d'aller-retour, ou en tout cas, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus holistique, plus uni, plus multidirectionnel que notre vision du temps qui est linéaire. Et je reviens à cette idée, je suis de plus en plus convaincue parce que j'en fais l'expérience qu'il y a une interaction entre ce que je peux provoquer dans mon présent, dans mon futur, dans mon espace,
et mon ouverture à recevoir ce que la vie m'amène. Et c'est cette ouverture qui crée mon futur. Comme si, pour chacun de nous, il y avait un chemin tracé. Et oui, il y a le libre arbitre, on peut décider de le prendre ou de ne pas le prendre. Mais j'ai besoin d'en discuter encore davantage avec des personnes qui s'y connaissent, mais ma conviction, mon expérience me dit qu'il y a un chemin qui est tracé pour moi, pour vous, et qui nous donne le sentiment d'être sur notre X, d'être en parfaite harmonie avec ce qui nous entoure. Et notre capacité de nous ouvrir à ce que la vie nous amène, c'est certainement un atout dans notre progression, dans notre vie. Toutes ces nouvelles connaissances qui sont pour moi fondamentales, c'est ce qu'on a cherché à, je ne sais pas si c'est... Mettons que ça n'a pas été voulu, l'effet que ça a créé, le fait de nous enfermer dans une histoire, dans une diversion, dans des apprentissages qui sont tellement futiles à l'école, dans la vie. Écoutez, je voyais justement à la télé comment il y avait une émission où on voyait un homme gratter un billet de loterie. Puis il était tout content parce qu'il a gagné 100 000 $. Puis je voyais comment dans la vie, dans la société, ce qui est important, c'est d'avoir de l'argent qui nous donne une valeur personnelle, qui nous permet d'acheter du matériel qui va complètement disparaître le jour de notre mort. C'était, comprenez-vous, ma vision de la futilité de cette chose. Et à côté de ça, il me semble y avoir une réalité qu'on redécouvre. Justement, en sortant de ce film, on devient conscient d'autre chose. Et cette autre chose, c'est justement cette vie qui existe, qui nous éclaire, dans laquelle on est et qui semble avoir tracé un chemin pour chacun de nous. Ce qui pourrait être assez normal puisque quand on réfère au corps humain, par exemple, un peu comme une analogie de la vie, de nous dans l'univers, on peut facilement concevoir qu'il y a une cellule parfaitement faite pour notre pancréas, pour notre cerveau, qui a sa fonction. Et ça pourrait être la même chose pour chacun de nous dans la vie. Et d'où l'importance de se connaître, de se reconnaître, c'est-à-dire de naître avec nous-mêmes. Je reviens aux émotions. Le pouvoir de l'émotion pourrait ressembler à ce qui se passe dans notre rêve, dans un rêve, par exemple, qu'on fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois, souvent, quand on est conscient de nos rêves, on voit qu'on revit des événements qu'on crée dans nos rêves qui sont reliés à des émotions qu'on a vécues dans le jour. Et souvent, nos émotions influencent nos rêves plus que certaines situations anodines. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Moi, quand j'analyse mes rêves, je retrouve certaines émotions que j'ai vécues qui semblent avoir été importantes pour moi. Alors, imaginez que dans nos rêves, les émotions mettent en scène des événements. Peut-on penser que dans la vie, nos émotions ont plus de pouvoir qu'on pense et mettent en scène des événements, créent des événements? Je suis consciente qu'il y a des imprévus. J'ai l'impression de regarder ma vie un peu comme un témoin, avec des événements qui adviennent et face auxquels je m'ouvre. Je les vis pleinement, puis il se passe des miracles à chaque fois, il se passe de très belles choses. Ma mère, avant de décéder, elle disait « c'est un miracle de temps en temps », puis je ne comprenais pas ce qu'elle disait, j'attribuais ça à cette démence qu'elle avait. Et maintenant, je me rends compte qu'elle voyait peut-être le miracle de la vie. Les multiples consciences. Avec Philippe, j'ai commencé à lire son livre, celui qu'il m'a donné avant de partir. Et il expliquait, entre autres, il essayait d'expliquer à partir de la physique le fait qu'on est plusieurs à avoir une conscience qui créerait cette conscience multiple qui est la vie. Et j'ai bien envie de discuter avec lui sur cette notion de multiple conscience parce que je me pose des questions.
Est-ce que nous sommes des individus qui avons chacun une conscience ou est-ce que nous sommes qu'une partie d'une grande conscience qui se manifeste à travers nous? Parce que dans un rêve, par exemple, un rêve, là, quand on dort, on met en place des événements avec des individus. On crée chacun de ces individus, on crée le vécu, l'expérience vécue avec cette personne, par exemple. Alors, est-ce que ça pourrait être la même chose dans cette vie? Les gens qui décèdent, qui font des expériences de mort imminente et qui reviennent à la vie, le disent quand notre corps, quand on vit cette expérience de sortir de notre corps, on perçoit la réalité un peu comme un rêve, une projection de l'esprit. Alors, c'est intéressant de se poser la question, quelle est la nature de cette vie sur Terre? Est-ce que c'est lié à notre conscience, à notre esprit, à notre âme, plus qu'à quelque chose d'indépendant de chacun de nous? Et est-ce que notre existence pourrait être perçue d'une autre façon que d'une perspective qui part de nous-mêmes? C'est-à-dire que, imaginez la différence de percevoir la vie et vous-même en partant de vous, c'est ce qu'on fait en général, ou en partant de ce qui nous dépasse. Imaginez la perspective d'une cellule qui regarde le corps humain. Puis maintenant, imaginez l'inverse, le corps humain qui regarde une cellule. Alors, c'est une analogie, mais imaginez cette perspective de ce qui nous dépasse, d'une entité, on va dire, mais c'est peut-être sûrement pas une entité, mais un esprit, une source plus grande qui regarde dans la perspective de cette entité vers nous. Et donc, on pourrait se percevoir non pas comme des individus séparés ou reliés, parce que quand on dit « nous sommes reliés », ça nous situe comme une entité et des entités séparées ou reliées les unes aux autres. Mais imaginez qu'on regarde ça autrement, on pourrait se percevoir tout simplement comme un élément de l'ensemble. Et que donc, nos consciences sont toutes la même, et nos âmes seraient toutes la même, et on évolue ensemble. D'où l'intérêt de partager nos réflexions pour s'entraider. Je vais vous dire 3 choses qui m'apparaissent vraiment importantes. Cette démarche qu'on fait en ce moment m'amène en tout cas, et encore une fois, je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous, mais je vous partage la manière dont je vois la vie. J'arrive à 3 conclusions, 3 réalisations. D'abord, je suis convaincue qu'on doit reconnaître et accepter même l'extrême complexité de la vie. Puis quand je dis ça, je fais référence à un flocon de neige. Vous savez comment c'est complexe et beau? Imaginez, c'est une petite goutte d'eau alors il fait tellement froid, puis ce froid-là fait qu'on voit l'unicité, la complexité de chaque flocon s'exprime, se manifeste. Alors imaginez, si c'est complexe à ce point pour un flocon de neige, imaginez, vous, une de vos cellules, votre corps, la vie, reconnaître et accepter l'extrême complexité qui nous dépasse et la futilité de nos préoccupations actuelles quand on pense à cet homme-là qui gratte un billet de loto. Un deuxième élément, c'est reconnaître ce que j'appelle l'autorégulation de la vie. Comment ne pas être émerveillé devant le fait que la vie s'autorégule? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à chaque fois qu'il y a un état de déstabilisation, de chaos, il y a un mouvement naturel autonome pour retrouver l'ordre. C'est dans la vie, ça. Autant on dit le corps humain, lorsqu'il est malade, si on se met dans des conditions propices, il va retrouver la santé. Pas pour des maladies qui sont bénignes. Ça ne fait pas qu'on évite la mort. Ça fait simplement que cette vie sur Terre est dans un cycle continuel de naissance et de mort. La mort, en passant, pour moi, c'est tellement éclairant
d'entendre les gens qui font une expérience de mort imminente parce que ces gens-là nous décrivent la mort comme un autre état, un état d'esprit en contact avec le merveilleux, l'amour universel, ce qui nous fait complètement perdre la peur de la mort et ce qui fait disparaître le pouvoir actuel de ces personnes qui se prétendent être des créateurs du transhumanisme. Alors, l'autorégulation, sans même l'intervention de l'homme, la vie crée, la vie se crée. La vie retrouve constamment son harmonie. Et donc, troisième élément, c'est la notion de création, justement. La vie crée à partir des éléments. Les éléments, l'eau, la lumière du soleil, la chaleur, la terre, le vent. À partir de ces éléments, il y a une création. J'observais les nuages. J'étais émerveillée, je ne sais pas vous, mais on observe cette création lorsque l'eau se transforme en nuage, puis finit par disparaître, ou bien se transforme en glace ou en neige. On n'a rien fait, nous, les humains, et ça apparaît, c'est là. Et puis, on a cessé, depuis qu'on est dans cette société-là, de s'intéresser à cette création. Mais non seulement, bon, je faisais un feu dehors, le feu est créé et consume le bois. Et on part d'un tas de bois à des cendres. Il y a une création, on pourrait dire, la vie est un alchimiste, si on voulait personnifier. Mais en plus de créer à partir des éléments, la vie crée même les éléments. On est tout petit, on est insignifiant dans le fond, mais en même temps merveilleux. Nous, les humains, parce que je veux dire, ce pouvoir-là, il nous dépasse, mais en même temps, on est une création. Notre corps est extrêmement complexe. Il s'autorégule, puis il crée. Alors, on fait partie de tout ça. On est tout ça. On se perçoit, nous, les corps, dans notre corps, on se perçoit un peu, des fois, on oublie, on se perçoit comme un contenant. Un contenant, quand on boit, on met de l'eau dans notre corps. Quand on respire, on met de l'air dans nos poumons. On se perçoit comme des contenants. Mais ce n'est pas ça. On n'est pas que des contenants. On est air, on est eau. Tout notre corps est constitué des mêmes éléments que la vie. C'est ce que je voulais vous partager. Bon, avec Philippe, on parlait de la notion de machine biologique en disant que cette société dans laquelle on a vécu, qui veut, qui se dirige dans leur plan vers le transhumanisme, nous perçoit les individus comme des machines biologiques et non pas comme des créations ou non pas comme des êtres capables de créer ou tout simplement faisant partie de cette création. Et ça fait en sorte qu'on vit, pour moi, on vit notre vie à s'intéresser à des futilités et pas à ce qui devrait nous émerveiller et qui existe. Alors, je reviens à ce cœur, le pouvoir du cœur dans ma profession. J'ai réalisé qu'à la base de tous les problèmes, tous les malaises, tous les malheurs humains, il y a le grand besoin d'être aimé. À chaque fois qu'on parle d'une situation vécue par une personne qui consulte un psychologue, il y a toujours à la base ce besoin d'être aimé, qui est atteint, qui est heurté. Et quand on réussit à redonner à une personne l'expérience d'être aimé, tout problème se dissout. Cet amour est tellement important qu'il m'apparaît être la base, le fondement de la vie sur Terre.
J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Pour moi, la vie, c'est l'amour. La création, c'est l'amour. Et c'est d'ailleurs l'expérience que les gens qui décèdent dans une expérience de mort imminente vivent. Cet amour plus grand qu'ils n'ont jamais connu sur Terre, ce contact à la source d'amour. Alors, imaginez que vous avez tous ce pouvoir à l'intérieur de vous, le pouvoir de l'amour, qui vous amène une confiance, cette confiance qui vous sort de l'illusion, qui vous fait comprendre, comme dans l'état d'être dans une bulle de conscience, conscient que c'est juste un film, c'est juste une illusion et que la vie, c'est beaucoup plus que ça. Le pouvoir de l'amour, c'est d'être aimant à l'intérieur de nous et de pouvoir exprimer cet amour à travers vos mots, à travers votre ton de voix, votre regard dans vos yeux et créer autour de vous de l'amour. Créer votre futur, créer votre passé, réconcilier votre présent. Et c'est pour ça que c'est si important d'être en lien avec d'autres. Parce que, bon, il n'y a peut-être pas de parce que, mais tout simplement parce que l'effet, vous voyez l'effet de cet amour à l'intérieur de votre cœur, disons, là, on le situe à quelque part, mais j'ai l'impression que le pouvoir de l'amour, c'est l'expression de l'âme, puis la conscience, c'est l'expression de l'esprit, tout simplement. On disait, le pouvoir de l'amour, c'est l'expression de l'âme, puis le pouvoir de la conscience, c'est l'expression de l'esprit. Et à mon sens, tout ça devient plus fort, plus présent quand on se relie à d'autres qui sont probablement la même âme que nous, un peu comme si on était des déclencheurs de cette conscience chez autrui ou de cette âme chez autrui. Quand je suis en contact avec l'autre, avec amour, j'éveille, j'éclaire, j'aide à manifester le même amour, la même âme, la même conscience, le même esprit. Bon. Je vais terminer là-dessus avec un petit commentaire. Je voyais passer des événements qui avaient lieu dans les années 1970 où on parlait beaucoup de paix, peace and love, un peu comme s'il y avait quelque chose de cyclique dans ce qu'on vit. Je le crois. Je crois que le temps n'est pas linéaire, il est cyclique. Un peu comme la vie. C'est des mouvements continuels de naissance et de mort. Puis ça se passe sur le plan physique, immatériel, mais aussi social. Puis un ami me faisait remarquer, oui, mais à cette époque-là, il y avait beaucoup de drogue. Et la différence maintenant, c'est que ceux qui sont dans la conscience, ils se passent de cette drogue. Alors, il y a peut-être effectivement un genre de spirale ascendante qui nous amène à être de plus en plus conscients de moins en moins dans cette histoire, cette illusion. Ben, je termine là-dessus en vous disant merci. Merci d'exister. Merci d'être. Merci d'être. Puis à bientôt.